Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque début de mois. De plus en plus de passionnés de la radio et du podcasting à l'écoute. Merci à vous, merci pour vos retours. Comme toujours, pendant ces 30 prochaines minutes, on va parler de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Actualité, débat, innovation et histoire de la radio. Vous écoutez l'épisode des ondes Vocast du mois de novembre 2019. Bienvenue. Des ondes Vocast. Programme chargé, encore une fois, vous allez sûrement apprendre plein de choses, du moins je l'espère. Pour commencer, on va parler de la dérégulation des radios au Royaume-Uni avec Olivier Audou du site choup.fr. Bonjour Olivier. Salut Anthony. Si j'ai bien compris, tu vas nous parler de la consolidation en masse, la réduction drastique des programmes locaux du côté des radios anglaises, donc les groupes Bauer et Global qui transforment complètement le paysage radiophonique anglais. Donc tu nous parleras de tout ça dans quelques instants. C'est ça. Juste après, je vous ferai un retour sur le Paris Podcast Festival, pas forcément un résumé des conférences et activités, mais plus un parti pris sur certains sujets évoqués à cet événement pour la partie innovation du podcast. Et puis pour terminer, comme promis, la suite de l'histoire de RFM avec Christophe Dallance. Vous avez beaucoup apprécié la première partie RFM, la radio couleur. Et bien là, pour cette deuxième partie, avec Christophe, on va revenir sur la période de brouillage de la radio avec quelques extraits d'archives à ne pas manquer. On commence donc avec un tour des ondes. On fait un zapping non pas des radios françaises, mais un zapping du côté des radios anglaises, alors qu'on parle beaucoup du Brexit en ce moment, l'occasion plutôt d'évoquer les transformations récentes au Royaume-Uni sur le plan radio. Tout de suite, le tour des ondes avec Olivier Audou. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Je me disais que ça pourrait être intéressant pour une fois de parler des radios en dehors de la France. Et Olivier, toi qui es fondateur du site choup.fr, tu es surtout un fin connaisseur des radios anglaises. Qu'est-ce que tu peux nous dire de particulier sur les radios britanniques ? Je peux dire plein de choses. J'avais écrit pas mal de choses sur la lettre pro de la radio ces dernières années, sur la radio britannique, notamment sur tout ce qui est du DAB. Mais aujourd'hui, je vais plutôt parler des radios traditionnelles et historiques, car cette année, il y a eu une espèce de Big Bang en fait sur le marché de la radio d'outre-Manche. Et c'est un Big Bang qui est assez sérieux parce qu'il risque tout simplement de faire disparaître les radios locales. C'est d'autant plus surprenant que le paysage radio n'avait quasiment pas changé depuis 45 ans. Alors c'est vrai que tu avais écrit pas mal d'articles à ce sujet ces derniers mois, mais pour les auditeurs là qui nous écoutent, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, justement, si on revient un petit peu aux origines, en 1973, il y a eu l'éclosion des radios libres, c'est-à-dire les premières radios privées autorisées outre-Manche, donc à 8 ans avant la France, donc un marché assez précurseur. Et les années suivantes, en fait, le paysage radio britannique, il est resté assez polarisé autour de deux types de radios. Les programmes nationaux d'un côté, toujours majoritairement couverts par le service public, par la BBC. Et d'un autre côté, ces nouvelles radios, les radios locales privées, mais toujours en fait des programmes locaux en province, dans toutes les villes britanniques. Tu veux dire que les couvertures, en fait, ça dépassait pas plus d'une ville ou d'une région, pas de réseau privé à échelle nationale comme en France, comme on a nous avec Énergie, RFM, RTL2, etc. Ben non, jusqu'à très récemment, non, il n'y en avait pas, tout simplement parce que la réglementation était très stricte, ce qui fait qu'en fait, le paysage avait quasiment pas changé, avec toujours un secteur privé qui était très localisé sur les radios locales uniquement. Et en fait, ça a commencé à changer seulement au début des années 2000, où les premières radios locales se sont mises en réseau, parce qu'avant, c'était tout simplement interdit ou quasiment interdit, parce qu'il y avait des contraintes en programmation très fortes. Ça veut dire que jusqu'au début des années 2000, en fait, il n'y avait quasiment pas de radio de catégorie C. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de radio de catégorie D non plus, parce qu'il n'y avait pas de réseaux passifs nationaux. Il y avait une seule radio, Classic FM, qui est le seul, Classic FM, qui n'est pas de radio nationale au final. En fait, la BBC occupait la majorité du marché de la radio nationale, et les radios privées se contentaient de couvrir les radios locales. Alors du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la BBC en fait avait un monopole, mais depuis, ça a changé en fait. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, ce qui a changé, donc, c'est au début des années 2000. D'abord, il y a eu l'arrivée du DAB national. Alors, ça a amené une nouvelle offre privée, et cette fois-ci à échelle nationale. La couverture en DAB était encore relativement faible. Le taux d'équipement dans les foyers était relativement faible, ce qui fait que c'était pas encore une grosse concurrence sur le DAB. En fait, c'est à partir de 2010 où cette fois-ci en FM, il y a eu une première dérégulation qui a permis aux radios locales de se regrouper en réseau, donc de prendre une marque nationale, mais en faisant toujours 7 heures de programme local
en direct et sans voice track, obligés de faire le morning et le drive en direct et en local, en région, à l'échelle des counties, c'est-à-dire les counties, c'est l'équivalent des départements français, c'est-à-dire sur des zones très restreintes. Ça veut dire que sur un réseau comme Heart, par exemple, il y avait une trentaine de radios locales qui décrochaient tous les matins entre 6h et 10h et entre 16h et 19h. C'est un peu comme si nous, on avait les Fun Radio et que toutes les matinales et les drives de Fun Radio, c'était fait dans les antennes locales des villes. Jusqu'à la fin de l'année dernière, c'était comme ça. Il y avait des contraintes énormes, mais il y avait quand même des réseaux qui émergeaient avec ces grosses contraintes en programmation locale. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé là récemment, cette dérégulation, c'est quoi en fait? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est à la fin de 2018, patatras, l'Ofcom, le régulateur britannique, c'est-à-dire l'équivalent de notre CSA, a non seulement décidé de réduire de 7 heures à 3 heures quotidiennes les décrochages locaux, mais surtout il a autorisé le regroupement des radios locales en 10 énormes régions, en gros des plateformes régionales, alors qu'avant le maillage était composé de 31 zones locales. C'est pour ça qu'on avait ce maillage très 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 détaillé au niveau des réseaux qui décrochaient. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, immédiatement, on a vu des dizaines et des dizaines de radios locales, donc depuis le début de l'année, depuis 2019, se faire racheter les unes après les autres, ou même tout simplement disparaître après avoir été engloutis dans ces nouvelles plateformes régionales énormes. Du coup, en quelques mois, c'est le maillage très très serré de la radio locale britannique qui a totalement explosé, alors qu'il avait tenu pendant près d'un demi-siècle. Donc c'est un changement énorme, un bouleversement énorme. Et comme tu peux l'imaginer, Anthony, en conséquence, c'était quoi? Des dizaines et des dizaines de studios qui ont fermé, et puis des emplois en région qui ont disparu, mais vraiment en quelques mois, par centaines, par plusieurs centaines. On estime en fait que sur l'ensemble du marché, ce serait au moins 250 emplois qui auraient disparu en l'espace de quelques mois. Mais le truc, c'est, là je comprends pas trop en fait. Pourquoi l'Ofcom a voulu faire ça en fait? Enfin, les radios locales étaient en difficulté ou? Même pas, effectivement. Bien sûr, c'est dans un objectif économique, mais en fait, le média radio n'avait vraiment pas besoin de ça, du moins pas en ce moment, parce que il a jamais été aussi en forme qu'actuellement. Les revenus publicitaires sont à des niveaux records depuis 10 ans, et du coup, il n'y avait pas vraiment une raison cette année de le faire. Surtout un changement aussi gros avec à la fois la fin d'un des deux primes de la radio et en même temps le regroupement des plateformes énormes régionales. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux grands groupes de radio du pays, qui s'appellent Global et Bauer, en fait, ils ont œuvré l'année dernière et même un peu l'année avant, pendant des nombreux mois en coulisses, pour faire assouplir la réglementation qui était très stricte, et notamment à travers leur organisme de lobbying, le Radio Center. Ouais, le Radio Center, c'est pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une sorte de gros CIRTIS, c'est ça? C'est ça, le Radio Center, c'est un espèce de super CIRTI pour les radios nationaux. Il y a aussi les radios locales dedans, mais en gros, le CIRTI, c'est que pour les radios locales en France. Et là-bas, ils sont organisés et ils ont un espèce de bureau de la radio qui couvre toutes les radios, mais au final, il est principalement financé par les groupes nationaux. Et cet organisme a œuvré en coulisses pour justement faire passer cette dérégulation. Et justement en venir à ce succès complet parce qu'ils ont obtenu en gros toutes leurs demandes. Mais attends, du coup, l'intérêt de ces groupes, c'était quoi concrètement? C'était principalement de faire des économies, comme on a vu. La loi d'avant obligeait à avoir des studios un peu partout et d'avoir beaucoup d'investissements en termes de nombre de personnel dans les radios. Donc l'objectif, c'était bien sûr de faire des économies d'échelle colossales. Mais aussi de pouvoir acheter de nouvelles radios locales, parce qu'à partir du moment où on n'a plus besoin d'avoir un studio dans chaque ville et d'avoir un morning et un drive qui soient faits en local, bien sûr, ça devient beaucoup plus rentable. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est que depuis, en l'espace de 3 mois, au début de l'année, Bauer, donc l'un des deux groupes nationaux, a racheté pas moins de 4 groupes régionaux avec l'espoir de tout syndiquer, toutes ces radios sur ces réseaux existants. Et ça veut dire que là, maintenant, il y a presque plus de radios indépendantes, en fait, c'est ça?
Au final, sachant que ces gros groupes régionaux étaient un peu les derniers indépendants, au final, il reste maintenant très peu de radios locales indépendantes au niveau de leur capitale. Et même celles qui diffusent encore un programme local, a priori, devraient basculer sur un programme national avec très peu de décrochage et des regroupements en plateforme régionale. Mais le truc, c'est ce que je comprends pas, c'est que c'était quand même leur force en fait, le fait d'être des radios locales, notamment comparé à la BBC, et du coup le fait qu'ils deviennent des réseaux nationaux, enfin ça a dû faire fuir les auditeurs, non? Enfin, quelle a été la réaction des auditeurs justement? C'est un petit peu en fait ce que les groupes ont sous-estimé. Ils ont fait des calculs d'échelle. Ils se sont dit, comme on a des marques nationales très fortes, au final, les auditeurs ils vont peut-être pas trop remarquer ce qui va se passer. Mais au final, ils ont un peu sous-estimé justement le fait qu'on était dans un paysage qui était très marqué avec la BBC en national et les radios privées en local. Et en fait, les auditeurs, pour eux, c'était inné qu'une radio privée devait faire ses programmes en local sur le morning et sur le drive. En fait, au final, les auditeurs, ils n'ont pas très bien réagi parce qu'ils étaient habitués à avoir un peu ce modèle où en fait la BBC proposait des programmes nationaux et puis au final, toutes les radios privées, au final, pour eux, c'était des radios qui étaient locales et uniquement locales. Même quand ils écoutaient Heart, pour eux, c'était une radio locale, même si la marque Heart était présente sur tout le pays. Au final, ils considéraient ça comme une radio locale, juste parce que tous les matins et tous les soirs, c'était des animateurs locaux qui faisaient leur programme en direct. Ce qui fait que quand brutalement les mornings ont été supprimés d'abord sur Capital et sur Heart, on a vu sur les réseaux sociaux en fait des espèces de révoltes, des centaines et des centaines de messages très virulents à l'encontre des dirigeants de ces réseaux, carrément en allant chercher leur nom sur Internet, comprendre ce qui s'était passé, parce que on leur a rien expliqué, on leur a fait aucune notification à l'avance, on leur a rien expliqué. Et justement, enfin moi j'avais vu des jeux de mots des auditeurs avec Heart, ils avaient renommé le réseau Heartless, c'est ça? Pour dire sans pitié. C'est ça. Heart, ça veut dire cœur en anglais. Dès que la radio postait la moindre nouvelle, ils répondaient avec des tonnes de messages, avec des photos, et en renommant la radio Heartless, ce qui veut dire sans cœur, sans pitié en fait. Alors justement, pour ceux qui n'ont jamais entendu le morning show national sur Heart, on a un extrait à vous faire écouter. This is Heart from Global. Good morning, it's Friday morning. This is Heart Breakfast with Jamie Theakston and Lucy Horrobin in for Amanda Holden. So it's been 4 years since Coldplay's Head Full of Dreams album. They got a new album out, it's called Everyday Life, and we'll be playing one of the songs from it for the very first time in just a bit. Heart Breakfast. Leanne Rimes and Whitney Houston also on the way. This is Heart. Extrait du morning show national de la radio anglaise Heart. Alors ça, c'est maintenant ce que on peut entendre dans toute l'Angleterre, alors qu'avant, le morning show était spécifique par petite région d'Angleterre. Et du côté de Capital, c'est pareil. Il y a maintenant un morning show national. Voici ce que ça donne. Capital Breakfast with Roman Kemp. Wait, hello? Wednesday, the 23rd of October, it's Capital Breakfast, and put your hands together. I love having this guy on the show. It's Jack Whitehall. Jack, it's been very busy time for you. Yes, it has. The Stood Up tour. Yeah. Keeping going, like this is absolutely massive. I mean, adding dates to tours that are out there and stuff like that, is it more nerve-wracking because you're like, I thought I'd finished, we've got to do more now? No, because it's a bit like, now I've got the show and I love the show and I'm excited about the show. On your radio, on Global Player, and Play Capital. This is Capital News. From Global's newsroom at 8. Extrait cette fois-ci du morning show de Capital. Le fait d'avoir un morning national qui est animé avec des jeunes très branchés, un peu youtubeurs, au final, c'est plutôt bien passé au niveau marketing. Sur Heart, par contre, c'est arrivé, le nouveau morning national est arrivé début juin. Il y a quand même eu 22 mornings locaux qui ont été supprimés du jour au lendemain. C'est quand même énorme.
et aussi 12 drives qui ont été supprimés. Il reste que 10 drives sur 10 grosses régions. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser que ceux qui étaient attachés à leurs programmes locaux, ils ont zappé en fait vers d'autres radios locales. D'autres radios locales, pas vraiment, parce que au final, comme on l'a vu, toutes les radios locales, le marché était déjà pas très gros, parce que la BBC prend une grosse place sur la bande FM avec ses programmes nationaux. Ils ont une bande de fréquence qui prend, disons, les 2/3 de la bande FM, ce qui fait que le marché de la radio locale, on avait entre 3 et 7 radios locales dans chaque ville, et maintenant elles appartiennent quasiment toutes, soit à Global, soit à Bauer, et la plupart sont déjà passées en réseau. Ça veut dire qu'au final, eh bien, les auditeurs qui ont perdu leur morning show en local n'ont pas d'alternative. Ils n'ont pas d'alternative en local. Les seules alternatives qu'ils ont aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelques radios communautaires, mais elles sont très récentes, elles sont pas nombreuses, elles sont pas professionnelles. Et sinon, il y a les radios locales de la BBC, disons l'équivalent des France Bleu, mais bon, qui ont un peu une image un peu plus, disons, académique, service public. Donc, c'est pas du tout les morning shows locaux qui avaient en place avant. Alors bon, on a un extrait issu de BBC Newcastle par exemple, qui est une des locales de la BBC. Alors bon, jusqu'ici on a écouté des extraits de Morning Show. Là, je vous propose qu'on s'écoute The Evening Show avec Tamsin Robson. Seal and crazy. Honestly, that bloke has a voice like velvet. BBC Newcastle, radio for the North East. This is The Evening Show with Tamsin Robson. And of course, kicking off the show this evening, the fabulous, the wonderful, she is an inspiration to me massively. Gwen Stefani, what you waiting for? Oh, you know what it is? I just want to be friends with Gwen Stefani. I really think her and I would get on swimmingly. But welcome to the Evening Show with me, Tamsin, here with you on this Wednesday, the 23rd of October, 8 minutes past 8. Hope you're good. Hope you've had an okay day. I know it's like hump day, the middle of the week, but just think, the weekend is upon us. We are minutes and minutes closer to Friday. Just keep thinking about that. That'll keep you going. What'll also keep you going as well, some absolutely cracking tunes on the show this evening. Got the Arctic Monkeys on the way. Also got a BBC introducing track coming up for you very shortly. And one of my personal favourites from my favourite Spice Girl when she decided to go solo. Also got some fabulous guests on the show this evening. We'll tell you more about them very, very shortly. This, however, is the new one from Mr. James Blunt. This is Cold on BBC Newcastle, radio for the North East. The Evening Show issu de BBC Newcastle. Voilà, j'ai pris une des locales de la BBC au hasard. Alors toi, tu disais qu'en fait, les locales de la BBC c'était trop académique, c'est-à-dire il y a moins de liberté. C'est un peu plus tourné sur l'information, c'est un peu plus parlé, mais du coup on est un petit peu moins dans le fun, dans l'humour, etc. En fait, les mornings locaux qui étaient sur les radios privées, c'était un petit peu comme des Coé et des stars des mornings nationaux qu'on pourrait avoir en France, mais vraiment aussi tourné sur le local, mais du coup toujours sur des formats hits, c'est-à-dire très très commerciaux, et du coup il y avait un très bon mélange au final d'avoir des formats hits avec une très forte présence locale, comme on pourrait le trouver sur des radios B en France. Et au final on a perdu ça, et on n'a pas vraiment d'alternative, parce que voilà, si on compare une radio B dynamique jeune format hit avec un France Bleu local, c'est pas vraiment la même chose. Mais est-ce qu'il y a un risque que en fait les auditeurs carrément abandonnent la radio, en fait, ceux qui écoutaient ces formats-là? Est-ce que il y a pas un risque que finalement ils se tournent ailleurs sur d'autres plateformes et ils abandonnent complètement la radio? Je pense que c'est un petit peu le mauvais calcul qu'a fait la profession, en se disant effectivement on peut faire des économies d'échelle, on va pas s'emmerder, on sait faire de la radio. Faire de la radio en national, c'est pas si différent que de faire de la radio locale, mais beaucoup de réactions qu'on a vu sur les radios, sur les réseaux sociaux. Au final, c'est je vais arrêter d'écouter la radio, je vais me mettre sur Spotify ou je vais écouter des podcasts. Et au final, c'est un peu un pied de nez, parce que Global et Bauer avaient justement justifié ces changements pour mieux se défendre contre la concurrence du numérique. Mais au final, sous prétexte d'économie, en fait, le média britannique a peut-être tué ce qui faisait sa dernière spécificité, c'est-à-dire ce qui pouvait la différencier de l'offre numérique, c'est-à-dire avoir une présence locale dans chacun des transistors. Donc au final, peut-être que les gens, au final, faute d'une offre alternative, vont peut-être juste arrêter d'écouter la radio, parce qu'au final, si c'est pour écouter de la musique et puis écouter des blagues, je pense qu'on peut écouter de la musique avec Spotify, et puis on peut peut-être écouter des contenus parlés rigolos avec des podcasts. Ah bah oui, là, mais bon, forcément, là, il y a un marché qui s'ouvre pour les producteurs de podcasts, du coup.
Alors, c'est aussi quelque chose qui développe beaucoup au Royaume-Uni, les producteurs indépendants au final. Et c'est vrai que même les radios nationales investissent beaucoup là-dessus. Il y a un espèce de fonds de création, un fonds de la création audio qui est financé par les radios privées. Pour justement développer un petit peu les contenus audio dans l'ère du numérique. Alors on verra, peut-être que je suis pessimiste sur le fait que la radio locale pourrait signifier la fin de la radio en Angleterre. On va peut-être pas aller dans cet extrême-là. Peut-être que j'ai raison, et puis peut-être qu'au final que j'ai tort, et puis qu'au final un modèle radiophonique 100% national avec une offre décuplée, avec le DAB, au final peut-être que ça satisfera tous les auditeurs, et peut-être que le futur est de ne plus parler, de ne plus faire d'informations locales. Mais merci Olivier en tout cas pour ce point de vue complet, très intéressant. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, contact@vocas.fr ou sur nos Twitter respectifs, @OODDOU pour toi Olivier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et pour Olivier Audou en fait tout simplement, et @Anthony Gouraud pour moi. Sur le système de pige exclusif pour les auditeurs du podcast des Ondes Vocas, vous pourrez retrouver heure par heure les piges horaires de radio anglaise. On vous a rajouté Earth, Capital, Smooth et Hits Radio. Rendez-vous sur pige avec un s.vocast.fr. Dites-nous si vous souhaitez qu'on rajoute des radios en particulier, de la BBC notamment, si ça vous intéresse. Le podcasting également au Royaume-Uni commence à prendre de l'ampleur. L'écoute a doublé là-bas au cours de ces 2 dernières années, selon la dernière étude Midas menée par Rajar. Est-ce un phénomène plus ou moins marqué en France ? Difficile de le dire, même si on remarque une forte appétence autour du podcast, notamment à l'occasion du Paris Podcast Festival qui a eu lieu le mois dernier. L'occasion de voir en quoi la radio a tout intérêt à faire partie de cet écosystème. Je vous fais mon retour sur cet événement justement dans cette partie innovation du podcast. Des Ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre, le Paris Podcast Festival a eu lieu à la Gaîté Lyrique. Alors cet événement est ouvert aux professionnels et aux amateurs. Alors pendant 3 jours, se sont succédés conférences, enregistrements en public et rencontres avec des podcasteurs. Alors moi je vais vous donner mes réactions à chaud sur ce que j'ai pu entendre et voir au Paris Podcast Festival. Alors d'abord, la journée du vendredi a commencé avec les résultats d'une enquête sur les podcasts natifs. Alors moi je suis toujours surpris par l'utilisation de ce terme. Les auditeurs ne sont pas censés comprendre la subtilité entre les productions qui font l'objet d'une diffusion dans un flux herdien et ceux conçus exclusivement pour le web. Cette distinction pour moi n'a aucun sens et ce serait plus raisonnable de comparer l'écoute linéaire, donc en FM, en web radio, vis-à-vis de l'écoute à la demande, donc podcast, livre audio. Pour moi, vraiment, la diversité des émissions produites par les radios va de pair avec la multitude des formats possibles via le podcast. Je pense même que s'inspirer de l'expérience et l'expertise des radios est clairement un plus pour ceux qui veulent se lancer dans le podcasting. Encore faut-il que les radios évitent d'imiter les nouveaux studios indépendants qui tendent à uniformiser le genre. Bon, sans surprise, l'étude CSA Havas présentée à l'ouverture du Paris Podcast Festival coïncide avec la dernière étude Médiamétrie à ce sujet. Moins d'un Français sur 10 écoute chaque semaine des podcasts natifs. En revanche, 18% écoutent des podcasts radio. Alors les auditeurs de podcasts natifs sont avant tout de gros consommateurs de radio. Eh ben oui, 85% d'entre eux écoutent la radio FM, 76% des web radios et 85% des podcasts radio. Alors les habitudes d'écoute, que ce soit en radio ou en podcast, sont les mêmes. Eh ben, toujours encore une fois, pas de surprise. En majorité, l'audience est plus au rendez-vous le matin ainsi qu'en fin de journée. Rien d'étonnant puisqu'on écoute le média pendant qu'on se prépare le matin, pendant qu'on conduit, pendant les tâches ménagères, pendant qu'on fait du sport, etc. Pour moi, c'est cette force qu'il faut exploiter. À l'heure où nous sommes tous pressés et préoccupés à rentabiliser notre temps, pouvoir s'informer et apprendre ou se divertir tout en réalisant des tâches non intellectuelles est primordial. À l'occasion du Paris Podcast Festival, les principaux producteurs indépendants français ont annoncé constituer une organisation professionnelle, baptisée PIA pour producteurs indépendants de l'audio. Alors ce groupement pour moi est totalement cohérent. Il vise à mieux défendre les intérêts de ces studios et aussi a pour but de réussir à obtenir des fonds de soutien à la création. Le ministère de la Culture a annoncé d'ailleurs à cette occasion le lancement d'une mission de réflexion pour accompagner le développement de la création sonore. Après, j'ai un peu peur que l'histoire se répète comme on a pu le connaître avec les créateurs sur YouTube, où finalement ce sont les mêmes qui en profitent tout en étant jugés partis. Mais le fait que le secteur se structure et que les créateurs puissent être rémunérés convenablement est vraiment une très bonne chose.
Concernant la mesure d'audience, forcément, il y a eu cet éternel débat également au Paris Podcast Festival. Alors, bon, j'ai déjà couvert le sujet en septembre dernier, et puis finalement, on avait vu qu'en l'état, c'est pas forcément un problème. La CPM a cependant annoncé bientôt pouvoir certifier les écoutes. Est-ce que cela passera par l'outil iStat Podcast de Médiamétrie ou par un nouvel outil propriétaire ? Bon, ça, rien n'a été clairement précisé. Mais aujourd'hui, tout le monde peut utiliser PodTrack, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de classement officiel pour les productions françaises avec PodTrack. Moi, j'espère juste que la CPM va calquer l'initiative australienne Australian Podcast Ranker qui suit les standards IABV2 et surtout est ouvert à tous. Dans tous les cas, on le sait, tant que les principales plateformes permettant d'écouter les podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. ne suivront pas un standard unique comme NPR RAD, on ne pourra pas obtenir de métriques intéressantes pour le secteur publicitaire. Donc seul le nombre d'accès aux serveurs hébergeant l'audio pourra être mesuré. Quant à la relation entre le podcast et la presse, donc il y a eu pareil une sorte d'atelier, un atelier débat à ce sujet. Donc dans un contexte où les médias deviennent des médias globaux, il est naturel que la presse, comme la télé et les youtubeurs, se lance dans le podcast. Alors moi je fais beaucoup de veille et c'est vrai que lire des articles, ça me prend vraiment beaucoup de temps. C'est vrai que moi j'ai toujours ce rêve, c'est de pouvoir un jour gagner quelques précieuses minutes en écoutant tous les matins l'équivalent résumé de ce que je lis avant d'aller travailler. Donc via un mécanisme de flash briefing sur Alexa par exemple, ce serait idéal pour moi. Alors encore une fois, s'inspirer des façons de produire et d'écrire en radio aide. Il faut savoir créer du rythme pour ne pas ennuyer l'auditeur, il faut savoir trouver des voix suffisamment chaleureuses, soigner l'habillage et la production en général, etc. Les marques aussi s'intéressent au podcast parce que c'est le média de l'intime, le média où la publicité est le mieux acceptée, selon plusieurs études. Alors en fait, aux États-Unis, on commence quand même à connaître des podcasts avec réellement des écrans publicitaires, loin des quelques secondes de réclame habituelles. Et franchement, c'est indigeste. En France, on a aussi Énergie qui met 3 minutes de post-roll pour promouvoir un podcast de marque sur un extrait de sa matinale qui dure 2 minutes, oui. Alors, les marques doivent faire avec le podcast comme certaines le font avec leur blog de l'inbound marketing. Apporter du contenu intéressant pour son audience et placer naturellement sa marque sans la mettre grossièrement au premier plan. Moi, je vais surtout vous parler du concept de fiction audio, qui a l'air d'être le nouveau terme pour feuilleton radiophonique. J'ai écouté L'Employé, la fiction de Spotify. Donc j'ai écouté dans la grande salle du Paris Podcast Festival, j'étais assis dans le noir, concentré à écouter cette série audio, comme au cinéma, mais avec un casque. Alors la production est top, l'histoire est intéressante, mais comment dire ? En fait, j'ai eu du mal à écouter des choses sans faire une autre activité. Me poser juste pour écouter du contenu, donc sans images, c'est pas naturel pour moi. Alors j'ai essayé d'écouter ce type de production en conduisant, mais c'est toujours impossible. Je dois vraiment beaucoup trop me concentrer. Et je perds très vite le fil. Alors je sais pas si beaucoup de gens sont dans mon cas, mais au vu du budget nécessaire pour créer des fictions audio, j'ai aussi quand même un doute sur la viabilité de tels formats sur le long terme. Après bon, il y a quand même des raisons d'y croire. La première journée du Paris Podcast Festival a été conclue par une masterclass de Matt Lieber, cofondateur de Gimlet Studio, donc le studio qui a été racheté récemment par Spotify. Et ce dernier a dévoilé que la série en 7 épisodes Sandra allait arriver en France sous le titre de Sarah, donc affaire à suivre. Je voudrais aussi vous parler d'un autre format, de quelque chose de nouveau qui arrive en audio et qui me semble très très intéressant, c'est le porno audio. Le samedi, le débat sur le porno audio était vraiment très intéressant. Sujet très tabou dans notre société, le porno pourrait pourtant se présenter sous des formes plus respectables, moins vulgaires et surtout passer autrement que par l'image. Alors le podcast porno suscite des sens jusqu'ici peu exploités. Les intervenants de cette table ronde, Antoine Bertin et Lélé du podcast Vox avec 3X, Stéphanie Estournet du podcast Control X et Alexis Imeros du podcast Le Son du Désir. Alors à l'origine, ces podcasts pensaient viser les femmes, mais il se trouve qu'en fait des hommes également apprécient ce genre de contenu. Et franchement, n'ayez pas honte, vraiment écoutez et vous verrez, il y a un grand intérêt à s'intéresser à ce type de contenu. Pour terminer, rapide point sur le fait que la compétition officielle du Paris Podcast Festival a récompensé les auteurs, créateurs et créatrices en remettant 8 prix dotés à hauteur de 3 000 € chacun, parmi une sélection de 35 podcasts. Alors les prix ont été remis lors de la cérémonie de clôture de l'événement. Le palmarès 2019 est à retrouver sur le site du Paris Podcast Festival. N'hésitez pas à y faire un tour, vous découvrirez peut-être votre prochain podcast favori.
Et le samedi aussi ont été présentés les 6 lauréats de l'appel à projet de l'INA 2019, dédié aux créateurs de podcasts. Alors l'appel à projet INALAB 2019 de l'INA encourage, je cite, l'émergence de nouveaux formats de production audio pour une appropriation innovante de ces collections d'archives radiophoniques. Bon, je vous laisse découvrir les 6 programmes sélectionnés, mais pour moi le résultat semble décevant dans le sens où la fameuse nouvelle écriture propre au podcast natif est de mise. Dommage d'avoir des formes de production tournées vers le récit ou le questionnement de sujets sociétaux et non des projets valorisant les archives radio elles-mêmes, faisant découvrir et expliquer ce qu'était la radio jadis. En tout cas, au sein de ce podcast, on vous fait découvrir des archives qui d'ailleurs ne sont pas disponibles via l'INA. Le mois dernier, nous avions parlé de la création de RFM et comme promis, deuxième partie de l'histoire de RFM, sa période de brouillage. Tout de suite, les archives des ondes Vocast avec Christophe Dallance. Des ondes Vocast, les archives. Christophe, on continue notre série sur l'histoire de RFM. Lors du dernier épisode, nous avions parlé des débuts de RFM et il manquait d'évoquer le fameux épisode du brouillage de la radio. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'année 1982, il y a une loi qui a été votée par le pouvoir en place, interdisant la publicité et limitant la puissance d'émission des radios FM. Et ça, c'est pour pas faire trop de concurrence aux radios qui existaient déjà. Exactement. Bon, il se trouve que RFM bravait tous les interdits depuis le début, puisque diffusait de la publicité, mais carrément des écrans pubs, émettait à plus de 200 bornes autour de Paris, donc avait une puissance d'émission mais monumentale qui écrasait tout le monde. Donc forcément, il a bien fallu les sanctionner et la sanction est tombée du jour au lendemain. TDF a tenté de brouiller l'émetteur de RFM. Il faut savoir qu'il y a quand même eu 4 émetteurs TDF pour arriver à en venir à bout de l'émetteur de RFM, rien que sur Paris, quoi. Donc, et tu disais que ça s'étendait jusqu'au Havre, la diffusion. Mais on entendait RFM jusqu'à 200 bornes autour de Paris. Et donc c'était vraiment, c'était un truc incroyable. C'était la grosse radio puissante, boum, qui écrase tout. Après, comme tu disais, c'était la seule radio où il y avait vraiment beaucoup d'argent mis sur la table. Exactement. Patrick Meyer avait vraiment mis tous les moyens pour en faire une vraie radio commerciale. Donc c'est logique que tout de suite ils ont essayé de rentabiliser et de chercher à se rembourser entre guillemets. Sachant qu'Énergie à l'époque n'en était qu'à ses premiers balbutiements. En fait, il y avait 3 grosses radios à l'époque. Il y avait RFM, donc écrasait tout le monde, Énergie qui en était à ses premiers balbutiements, et une autre radio qui n'a pas eu Radio Show, c'est ça, qui n'a pas eu l'autorisation d'émettre par la suite, parce que ils ont fait des plans de fréquences, etc. Et Radio Show, effectivement. Donc c'était les 3 grosses radios parisiennes, sur toute l'île de France, qui cartonnaient à l'époque. Et il se disait qu'en fait RFM était la première radio des jeunes, des moins de 25 ans. En fait, il y a eu un sondage qui est tombé et il s'est avéré que le sondage nous a montré que RFM était la première radio des moins de 25 ans. Et ça chopait beaucoup d'audience. Toutes radios confondues, radio généraliste, etc. Et ça chopait beaucoup d'audience à Radio 7, justement. Évidemment, ça où Patrick Meyer était avant. Ça faisait concurrence directe à Radio 7, puisque Radio 7 étant la radio jeune de Radio France. Alors tu nous as emmené un message qui était diffusé sur RFM qui annonçait en fait le brouillage, c'est ça ? Alors comment ils ont réagi à RFM ? RFM, ils ont dû subir. Moi je me souviens, à l'époque, je me baladais avec mon antenne dans tous les sens pour arriver à les choper, parce qu'il y avait un espèce de sifflement continuel toute la journée sur leur antenne. C'était insupportable. Créé par TDF, du coup. Créé par TDF, justement, pour brouiller RFM. Et financé par l'État. Voilà. Donc, c'était insupportable. Donc, il fallait vraiment se balader avec son antenne aux 4 coins de la maison pour arriver à choper un RFM. Et donc, RFM a réagi comment ? Ils ont fait une pétition. Je ne sais plus, il y a eu 67 000 signatures sur cette pétition. Et ils ont sorti un single, un 45 tours, qui s'appelait Radio Brouillé. Ok, on va écouter tout ça. On va commencer par écouter le message qu'il y avait sur l'antenne de RFM pour annoncer le brouillage. RFM parle au RFM. Les brouillages de sinistres mémoires ont repris. Avec nous, soyez résistants. Pour gagner cette bataille, faites signer autour de vous les pétitions soutenant RFM. Très vite, adressez vos encouragements et vos signatures à RFM 78 140 Vélizy.
Dépêchez-vous. Nous comptons sur vous. Votre plaisir et notre indépendance sont en jeu. Bon, et puis bien entendu, il y a aussi Coluche qui a apporté son soutien, bien entendu. Bien évidemment que Coluche a apporté son soutien, puis de nombreux artistes, parce que il y avait du Eddie Mitchell, il y avait des gens comme ça qui soutenaient la RFM à l'époque. On écoute le message de Coluche, enfin les interventions de Coluche sur l'antenne de RFM à propos du brouillage. On est brouillé, alors attention. Vous êtes brouillé ? On est brouillé sur Meudon, ouais. Ah, brouillé sur Meudon. Ah, c'est joli ça. Ah ouais, c'est un beau roman. Ça ressemble à... Je suis brouillé sur Meudon. Le temps restera nuageux sur la majeure partie de la France et brouillé sur Meudon. Voilà. Ah, ça serait bien comme titre d'émission, Brouillé sur Meudon. C'est un roman de Daphné du Maurier, c'est voilà. Je l'ai dicté quand on était en classe. Daphné du Maurier. Venez avec moi vous brouiller sur Meudon. Alors, qu'est-ce que je recommence tout? Attention, help, arrêtez tout. Help. Faites la voix, faites-vous la voix. Faites-vous la voix, creusez vos voix vous-même. Faites-vous la voix. Help, my sex moves alone. Yes, hello. C'est de l'anglais, c'est dégueulasse. Ma bite bouge toute seule, c'est dégueulasse. Il ne faut pas dire ça. Vous aurez qu'à l'enlever ça de la radio parce que ça vous met. À partir du 11 octobre, attention, je recommence tout. À partir du... Alors, une radio si bien qu'il n'y avait pas de parlotte avec de la musique, les mecs ça faisait pas chier, on n'entendait pas la musique, c'est un téléphone qui sonne. Si c'est pour moi, tu dis que je suis pas là. Toujours aussi drôle, Coluche sur FM, et donc du coup Non mais Coluche sur FM, c'était extraordinaire. Et du coup, les gens galéraient en fait pour. Ah, mais c'était une galère. Je te promets, c'était une galère. Pour écouter RFM à cette époque-là, c'était une galère. Mais c'est là qu'on voit qu'il y avait un engagement quand même des auditeurs sur cette radio parce qu'ils faisaient tout pour. Des auditeurs, il y avait un engagement des artistes, il y avait un véritable engouement autour de cette radio. Et c'est ce qui a tué RFM. Puisque le brouillage a tué RFM dans le sens où d'autres radios ont émergé à ce moment-là, notamment Énergie. Ça a redessiné complètement la bande FM. Alors tu disais qu'il y avait même eu un disque qui avait été créé, un disque en soutien à RFM. C'est Radio Brouillé. Radio Brouillé, on écoute. Y a plus moyen d'entendre ma radio préférée, ça fait flipper. Radio Brouillé, je peux encore craquer avec Radio Couleur, plus de brouillard sur RFM. Donc on l'a extrait du disque Radio Brouillé, disque enregistré en soutien au brouillage de RFM jusqu'en 1984, parce qu'après 423 jours de brouillage, RFM est de nouveau autorisé à émettre. Mais comme tu disais, la radio ne s'en sort pas indemne de son combat. Ben non, parce que forcément, entre-temps, il y a d'autres radios qui ont montré leur puissance et RFM n'a jamais retrouvé le succès de cette époque-là. Et alors du coup, c'est en août 1984 que la publicité est autorisée sur les radios. Tout à fait. Une autre époque démarre, parce que là, pour le coup, on s'est retrouvé sur un marché concurrentiel et ça changeait complètement la donne. Alors merci en tout cas Christophe, histoire vraiment très passionnante. C'est pas fini, la suite de l'histoire de RFM, ce sera lors du prochain épisode. On va parler de la période Manderstam, c'est ça, avec le rachat de RFM par Crown Communication. Donc voilà, Patrick Meyer qui en 89 a vendu RFM au groupe anglais. Et donc du coup là c'est pareil, c'est un nouveau RFM. On en parle lors du prochain épisode. Des ondes Vocast. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir sur ce que vous avez entendu, contact@vocast.fr ou sur mon Twitter @ANTHONYGOU2RAUD. Si vous connaissez des passionnés de radio, parlez-leur du podcast des Ondes Vocast. Nous sommes disponibles partout, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, TuneIn, etc. Le fond sonore que vous entendez là, c'est Rob, It's a Blast, la BO de Radio Star, et la voix off des jingles, c'est Estelle Hubert. Rendez-vous le mois prochain, ciao. Des ondes Vocast.